Mesurer l'opinion ou la fabriquer? C'est une question qui dérange, et pourtant elle est au cœur de nos démocraties et de nos stratégies d'entreprise. Chaque semaine, des chiffres tombent. 70% des Français pensent que la sécurité se dégrade. Un Français sur deux n'a plus confiance dans la police. 2 chiffres est déjà une réalité qui s'installe. Mais au fond, qu'est-ce qu'un sondage? Un thermomètre? Un levier d'influence? Parce que derrière ces pourcentages, il y a des choix. Des questions posées ou non posées, des mots pesés, des interprétations, et parfois des décisions politiques, économiques, stratégiques, qui s'alignent sur ce que l'on croit être l'opinion. Alors aujourd'hui, on va prendre le problème à la racine. Qui fabrique l'opinion? Que pensent vraiment les Français de la sécurité, de la police, de l'autorité? Et à l'approche d'une présidentielle, jusqu'où les sondages pèsent-ils sur le destin d'un pays? Pour en parler, un homme qui vit au cœur de cette mécanique. Un homme qui mesure, décrypte, et certains diront influence l'opinion publique. Samuel Jequier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast consacré à l'intelligence économique, à la sûreté, à l'influence, et à cette question centrale pour tous les dirigeants, comprendre l'opinion, est-ce déjà une façon d'exercer le pouvoir? Alors Samuel Jequier, vous êtes président de l'Institut Bonafide, vous êtes surdiplômé, vous êtes passé par des cabinets ministériels, et aujourd'hui vous passez votre vie à mesurer ce que pensent les Français. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait penser? Ah, ça c'est une bonne question. Ce qui me fait penser, c'est d'abord effectivement l'expérience, vous l'avez dit, 30 ans d'analyse de l'opinion en cabinet ministériel, en institut de sondage, et puis avec la création de l'Institut Bonafide. Ce qui me fait penser, c'est la veille des signaux faibles, c'est la lecture d'un certain nombre d'auteurs, d'essais, c'est la lecture de la presse, voilà, c'est tout un ensemble qui permet de penser, en plus effectivement de la lecture des enquêtes d'opinion et des sondages. Vous souvenez-vous du moment où vous avez compris que l'opinion publique pouvait être un levier de pouvoir? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Je dirais, sur cette question, je dirais plus un levier d'influence. Oui, et j'ai un souvenir assez précis, quand j'étais chargé des discours, de la communication et de l'opinion au cabinet de Bertrand Delanoë en 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une grosse polémique déjà à l'époque sur les couloirs de bus, les couloirs, la rénovation de la voirie, le fait d'affecter une partie de la voirie à des couloirs de bus réservés. Il y avait beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, notamment au Conseil de Paris, et j'avais l'intuition que les Parisiens étaient pour. Ça n'avait pas été mesuré jusqu'à ce moment-là. Pour une raison assez simple, c'est que moins d'un Parisien sur deux a une voiture. Donc, moins d'un Parisien sur deux était embêté par la mesure. Et donc, on s'est dit, on va faire un sondage, et puis s'il est bon, on le publiera. On a donc fait un sondage dans les règles de l'art, et il était bon, je crois que de mémoire, c'était 65 ou 66% des Parisiens qui approuvaient la création de voies de bus. On l'a fait publier dans le Parisien, qui en a fait sa une, et la polémique s'est arrêtée, quasiment instantanément. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai mesuré effectivement qu'on avait des journalistes qui sont très attachés au sondage, qui les lisent beaucoup, qui sont en appétit de sondage, et que publier un sondage modifie les perceptions, les représentations des journalistes et pèse sur l'agenda médiatique, indiscutablement. Ça veut dire que diriger un institut de sondage, d'études et de sondage, c'est à la fois exercer une forme d'influence et en même temps observer l'opinion. C'est les deux, parce qu'effectivement, un sondage, c'est une aide à la compréhension de l'état de l'opinion, l'état de la réception de vos actions, de vos messages, et puis effectivement ça peut être aussi une aide à la communication, donc à l'influence, parce que c'est une manière de mettre dans le débat public vos sujets, vos idées, vos enjeux. Ça peut être aussi, je vous l'ai dit sur l'exemple de Delanoë, une manière de donner à voir des rapports d'opinion, et c'est un enjeu de plus en plus important aujourd'hui. Vous avez beaucoup de projets qui sont contestés. On peut, notamment le projet d'aménagement, on peut penser à l'autoroute A69, au tunnel Lyon-Turin, etc. Et les sondages vous permettent parfois de donner à voir une majorité silencieuse qui est pour, alors que vous avez une minorité bruyante qui s'exprime contre, et dont on a l'impression quelle est l'opinion, ce qui n'est pas tout à fait le cas à chaque fois. Ça veut dire qu'en fait, on factualise quelque chose qui est peut-être une réaction épidermique, une réaction émotionnelle,
et donc on va apporter une forme de science ou de rationalité. Oui, on apporte une forme d'objectivation, de rationalité et de, quantification des rapports de force au sein d'une société. C'est ça qu'on oublie trop souvent. Vous pouvez avoir de grandes manifestations, vous pouvez avoir des ZAD, vous pouvez avoir des oppositions. Et souvent dans le débat médiatique, on a l'impression qu'il n'y a que ça, qu'elles sont majoritaires, qu'elles sont dominantes. Il y a des cas où c'est vrai, mais il y a des cas où c'est pas vrai. Et mesurer l'opinion, ça permet justement de faire prévaloir des rapports de force, de donner à voir un rapport d'opinion entre ceux qui ne disent rien mais qui en pensent pas moins, et puis effectivement ceux qui s'expriment bruyamment. Je vais juste vous donner un chiffre sur le tunnel Lyon-Turin qui était très contesté il y a quelques années. On a fait justement à la demande de TELT, l'établissement public, un sondage en vallée de la Maurienne, très costaud, 800 interviews, ce qui pour du local est plutôt pas mal, et on a eu 78% de soutien au tunnel. Et pourtant, il y avait une ZAD côté italien, il y avait des tags, il y avait des manifestations, donc il y avait effectivement une minorité qui était contre le tunnel, mais une majorité qui était largement pour. Et donc le sondage permet là d'objectiver et de guider aussi derrière la stratégie des élus locaux, à la fois leur discours et à la fois leur stratégie auprès de leur population. Alors justement, c'est intéressant, continuons sur cet exemple. Effectivement, soutien massif quand vous le mesurez. Est-ce que ce qui va faire que derrière les élus locaux vont prendre une décision, c'est le chiffre lui-même ou c'est l'interprétation que vous allez en donner? Parce qu'on sait bien que les chiffres, on peut aussi même, collecter, même dans les règles de l'art, on sait très bien que on peut décomposer un chiffre, on peut très bien faire parler un chiffre. Donc il est aussi assis sur une interprétation qui elle, est aussi l'expertise du sondeur. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est les deux. Alors, là, pour le coup, c'est franchement les deux. C'est d'abord d'arriver à objectiver un chiffre et à produire un chiffre qui, sur des enjeux aussi importants que des projets d'aménagement, c'est de produire un chiffre qui soit le mieux construit possible, le plus objectif possible. C'est-à-dire donc avec une question qui n'a pas trop de biais, qui est posée de manière la plus neutre possible. Donc production la plus rigoureuse possible du chiffre. Et puis ensuite, effectivement, c'est l'interprétation. L'interprétation, c'est le benchmark, par exemple. C'est à combien on se situe par rapport à d'autres projets. Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous, en niveau de soutien sur des projets comparables. C'est la mise en perspective de cet indicateur. Est-ce que vous approuvez, désapprouvez avec d'autres indicateurs qu'il peut y avoir dans le sondage, plus détaillés, de bénéfices, de ce qui fait le bénéfice du projet, ce qui fait ses inconvénients, est-ce que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Donc il y a plusieurs séries d'indicateurs qui permettent ensuite de produire une stratégie, une recommandation. Mais moi, je l'ai beaucoup observé, c'est particulièrement intéressant sur les élus locaux, sur ces projets d'aménagement, parce qu'ils sont souvent, on va le dire, assez franchement, un peu tétanisés dès qu'il y a une forme de contestation, quelques manifestations, quelques oppositions. Qui parfois est plus importante, contestation plus importante qu'elle ne l'est en fait en réalité. Exactement. Et voilà, mesurer l'opinion, la suivre dans le temps, ça peut permettre effectivement des fois de remettre un peu l'église au village, de redonner à voir les rapports de force et de rassurer, d'encourager les élus à défendre un peu plus activement des projets. Forcément, quand on dit à la fois qu'un sondage ça influence, mais en même temps qu'un sondage ça observe et ça analyse, on se pose la question de qui influence qui. Est-ce que c'est le sondeur qui influence l'opinion, puisqu'à travers le fait d'objectiver un chiffre, comme vous l'avez dit, on aligne l'opinion sur ce chiffre, ou est-ce que c'est l'opinion qui influence le sondeur? Là, vous mettez le doigt sur la vieille question de sciences politiques qui n'a jamais été résolue, qui s'appelle l'effet bandwagon ou l'effet underdog, l'un ou l'autre, c'est-à-dire qui influence. C'est l'œuf et la poule. Voilà, c'est l'œuf ou la poule, et la réponse, comme pour tout œuf et la poule, c'est les deux. C'est les deux. Évidemment que la publication, on est en France le pays, je crois, qui publie le plus de sondages au monde. Donc c'est une info éminemment démocratique, c'est une info qui fait partie du débat, mais sans doute qu'elle participe aussi à structurer les représentations. Mais moi j'ai la conviction que l'influence des sondages est assez limitée sur l'opinion. Ça se voit quasiment à chaque campagne présidentielle. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui ont eu des très bons sondages et qui ont perdu. Donc si l'influence était si forte à un moment... Ça veut aussi dire que le sondeur s'est trompé. Non. Alors ça, je crois pas. C'est-à-dire que je pense que, pour le coup, les sondages d'intention de vote,
Si on reprend par exemple... Si on reprend les municipales. On prend si on reprend les municipales, il y a eu un certain nombre de sondages d'opinion qui se sont vus démentis par les urnes. Alors, comment on explique ça ? On explique ça par le temps et le temps de la campagne. C'est-à-dire que quand vous mesurez Jean-Michel Aulas à 48% 6 mois avant l'élection, il est à 48%. Objectivement, je pense que si l'élection a eu lieu à ce moment-là, il fait ce score-là à plus ou moins 2 points. Après, il y a des effets de campagne. Aulas fait une campagne absolument désastreuse. Le premier tournant, c'est quand il propose qu'on mette le portrait du militant d'extrême droite assassiné sur le portrait de la mairie, ce qui politise à la fois la mairie et une affaire qui correspond pas tout à fait aux attentes de l'électorat lyonnais. Il fait un débat calamiteux, où il apparaît, alors disons-le, un peu sénile, un peu vieux, et donc tout ça évidemment crée des effets un peu cumulatifs, où il perd du charisme, il perd de la légitimité, il perd de la crédibilité, et donc il perd un certain nombre d'électeurs, et à la fin il perd l'élection. Mais il faut bien comprendre, parce que quand on dit c'est comme pareil, Juppé, il était en tête des sondages, il n'a pas été élu, c'est que c'est des personnalités qui ratent leur campagne. C'est pas les sondages qui se trompent au moment où ils sont hauts, et après ils tombent parce qu'ils font un certain nombre d'erreurs, parce qu'ils sont pas assez convaincants, parce que d'autres le sont plus. Il y a un peu des moments pivots ou des erreurs fatales, c'est-à-dire des actions, des propos, peut-être des réactions sur lesquelles en fait d'un coup on va dégringoler. C'est-à-dire on était au firmament et puis d'un coup hop, il y a un décroché. Prenons un autre cas, restons sur les municipales parce que c'est proche. Dati qu'on donnait perdante mais au coude à coude avec Grégoire, et en fait on s'est aperçu que elle était extrêmement distancée. Elle était distancée. Très distancée. Absolument. Ça, on a l'impression que dans les derniers sondages, c'était pas pris en compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un exemple un peu différent de celui de Aulas. Aulas, c'est effectivement la mauvaise. C'est pas les sondages qui se trompent, c'est la mauvaise campagne qui fait qu'il perd et qu'il ne retrouve pas le niveau qu'il aurait dû avoir. Dati, c'est effectivement là on rentre un peu plus dans les difficultés de l'outil. C'est qu'un sondage municipal sur des échantillons locaux, on peut pas difficilement lui demander une précision au point près. Ils avaient mesuré plutôt Grégoire en tête, pas avec l'écart, donc à la fin. C'est-à-dire que l'ordre d'arrivée était plutôt juste. L'écart, donc il y a un problème, il y a déjà un sujet de marge d'erreur assez statistique, et puis il y a quelque chose qui est difficile à mesurer, c'est les comportements de dernière minute dans l'isoloir. Ce qui s'est passé en partie sur Paris, c'est qu'une partie assez non négligeable de l'électorat de Chikirou a décidé au dernier moment d'aller plus sur Grégoire que ce qui était prévu. Quand vous dites ce qui était prévu, c'est en fait par rapport à ce que les gens déclaraient, de ce qu'ils allaient voter, il y a eu un changement de comportement au dernier moment. Voilà. Mais est-ce que un peu stratège en se disant tiens finalement on va c'est plus important que Grégoire soit élu que mon attachement ou ma proximité avec LFI, donc je vais aller sur Grégoire. Mais ça veut dire que ce type de comportement où finalement on change au dernier moment entre l'intention et l'action, est-ce que il est plus important sur des votes par exemple pour des extrêmes, est-ce qu'il y a des moments où il est plus important, où on voit en fait ce décalage de manière plus forte? Il est plus important pour moi quand le vote devient stratège. D'accord, quand il y a un vrai enjeu en fait. Ouais, un vrai enjeu, et quand l'enjeu va au-delà de votre affiliation partisane. C'est-à-dire vous êtes sympathisant LFI, vous votez LFI, très classique. Là vous vous trouvez dans une situation, si on prend Paris, de triangulaire second tour. On vous dit que Grégoire est favori, mais elle est un peu incertaine, et donc vous devez faire le choix entre votre affiliation partisane et quelque chose de l'enjeu d'élection qui est plus important. Et donc une partie choisit effectivement d'aller sur Grégoire. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017, c'est la même logique. Et c'est des comportements qui mettent longtemps, enfin qui peuvent être volatiles jusqu'au dernier moment, puisqu'ils ne sont pas forcément cohérents avec votre identité politique. 2017, qu'est-ce qui se passe ? Une partie de l'électorat de gauche va sur Macron dès le premier tour pour éviter Fillon-Le Pen. Ça a été beaucoup documenté, il y a eu plein de qualis, plein d'études. Et donc, ils ne votent pas pour le candidat PS qui est Benoît Hamon. Alors peut-être qu'il le juge trop à gauche, pas assez préparé, mais pas seulement. Il y a ce vote utile, en fait, cette stratégie qui vient se superposer
c'est-à-dire au vote de conviction, au vote d'appartenance politique, et qui explique en partie la volatilité, parce que ça fait des électeurs dits stratèges un peu hésitants entre ma famille politique et finalement ce que je pense être mon vote pour des intérêts supérieurs. Ça risque d'arriver en 2027. Vous voulez dire que la proportion des hésitants, des électeurs stratèges qui peuvent changer, qui peuvent changer au dernier moment pour des raisons, parce qu'il y a une rationalité derrière, il y a un raisonnement par rapport à ce qu'ils ont déclaré. En fait, cette proportion-là, elle est importante. Vous l'estimez comme importante en 27. Et elle va augmenter en 27 parce qu'en 27, la question de l'élection, pour tous ceux qui ne souhaitent pas l'élection du RN, parce que ceux qui la souhaitent, il n'y a pas de sujet, ça va être qui peut battre le RN au second tour. Et si c'est ça la question de l'élection, et si, admettons, exemple, c'est Édouard Philippe qui, les enquêtes d'opinion montrent qu'il est le mieux placé, vous allez avoir une partie de l'électorat du centre-gauche et de la gauche qui va se demander s'il ne faut pas voter Édouard Philippe dès le premier tour, pour éviter un Mélenchon-Le Pen. Ça va être pareil sur l'électorat de droite. Imaginons qu'il y a un risque réel de Mélenchon-Le Pen ou Bardella. Est-ce que l'électorat Retailleau, s'il n'a pas décollé, va pas se dire que tant pis, il vaut mieux voter Philippe, même s'il a des défauts, même s'il est Macron. Enfin, vous voyez, c'est à sortir de son vote de famille politique ou de conviction, parce que il y a une catastrophe à éviter ou quelque chose dont on veut absolument pas. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Ça se renforce de plus en plus, et on va avoir une présidentielle qui va être très peu portée, par une logique de conviction du côté des extrêmes, mais pour tous les autres, ça va pas être une élection de conviction, ça va être une élection de stratégie, de positionnement et de comment j'évite le pire, et quel est le candidat qui me permet d'éviter le pire. Et donc, si on en revient à ce que vous disiez, vous allez voir que ça va créer effectivement de l'hésitation, de la volatilité, un peu jusqu'au dernier moment. Et pour boucler un peu la boucle, et en revenir à l'importance et à l'influence des sondages, c'est là pour le coup ils vont être décisifs. C'est-à-dire que c'est ce qui va se passer dans les intentions de vote qui va en grande partie guider les... Vous voulez dire que les premières intentions de vote va guider en fait une forme de vote utile, en tout cas va conduire au vote utile et va renforcer ceux qui veulent une stratégie de vote utile. Et surtout, ça va, en fonction de ce qu'elles seront, ça va influencer directement les comportements. C'est-à-dire qu'être en premier dans les sondages qui vont avoir lieu en septembre, c'est déjà partir avec un peu d'avance. C'est partir avec un peu d'avance, mais ça comptera jusqu'à la fin. Parce que si je reprends mes exemples, si Mélenchon est à 10 jours du premier tour à 8, par exemple, mettons, et qu'il a aucune chance d'être au second tour, ça modifiera, par exemple, les électeurs Retailleau pourront rester sur Retailleau en se disant, de toute façon, il n'y a pas de risque. S'il est à 16-17 et que c'est le seuil de qualification au second tour, là, les électeurs Retailleau vont se poser des questions. Pareil, quel que soit le candidat de gauche social-démocrate, si Glucksmann est à 13-14, qu'on a des seconds tours où Bardella, Glucksmann ou Bardella l'emporte très largement, alors que les seconds tours, Bardella montre une victoire de Philippe, et dès le premier tour, il va falloir se demander, est-ce qu'on vote pas finalement Philippe? Donc, les sondages vont être décisifs comme jamais, entre le premier tour, le second tour, avec une influence décisive sur les comportements électoraux et effectivement les stratégies de vote utile. Voilà. Peut-être une dernière question sur ce chapitre un peu personnel. Est-ce que, en étant président d'un institut de sondage, vous avez l'impression d'avoir du pouvoir? Ça, c'est une bonne question. Oui, les sondages auront du pouvoir. Je vous ai expliqué pourquoi. Je pense que c'est pas forcément négatif. Je vais revenir à cette question, mais je vais faire une toute petite digression. En 2002, quand Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle, les sondages sont interdits de publication pendant les 15 derniers jours de campagne jusqu'à l'élection. C'est pour ça que Lionel Jospin a battu. C'est-à-dire que dans la loi actuelle, avec des sondages publiés jusqu'à la veille du scrutin, Lionel Jospin n'aurait pas été battu. Qu'est-ce qui se passe en 2002 ? Quand on rentre dans la boîte noire, que les sondages arrêtent d'être publiés, on est à peu près à 19-10. 19 Jospin, 10 Le Pen. Donc il n'y a pas de danger. Personne n'est alerté du danger d'accession de Le Pen au second tour. Il monte dans les derniers moments de la campagne, puisqu'il y a des sondages non publiés, mais réalisés, ce qu'on appelait confidentiels à l'époque. Et on arrive à 14-16 à la veille de l'élection. Mais on n'a pas le droit de le dire. Et donc tout l'électorat de gauche se disperse, parce qu'il faut se souvenir qu'en 2002, la gauche fait 41%. L'ensemble de la gauche. Jospin 16, la gauche 41%. 25% qui s'éparpille.
La gauche s'éparpille parce qu'elle pense qu'elle se retrouvera sur les nez au second tour, qu'il n'y a pas de sujet. Donc il n'y a aucun vote stratège possible parce qu'il n'y a pas l'information. Donc quand on raisonne comme ça sur 2002, je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça que je défends cette idée-là, moi, c'est que le sondage est une information démocratique qui aide les électeurs à se déterminer. Alors ça a de l'influence, mais ça, je trouve que ça... Vous voulez dire qu'il ne doit pas y avoir de sondage confidentiel? C'est très bien qu'il soit publié jusqu'au dernier moment. Alors après, oui, évidemment que ça donne du pouvoir. Vous voyez bien que, je vous ai expliqué sur la campagne, mais même aujourd'hui dans la désignation des candidats, le pouvoir des sondages, parce que les partis politiques sont tellement faibles qu'ils n'arrivent quasiment plus, et avec des leaderships tellement faibles qu'ils n'arrivent plus à désigner leurs candidats. L'archétype, c'est le PS, qui a 10 candidats, dont pas un n'est connu des Français, et qui ne sait même pas comment en désigner un plus que l'autre. Alors on va faire la primaire de la primaire. Enfin, vous avez Philippe, Attal, qui ont, eux, assumé qu'ils vont se départager au sondage. Donc c'est un pouvoir énorme. Ils vont se départager au sondage. Ce qu'ils ont dit, finalement, celui qui sera le mieux placé en janvier, puisqu'il n'y a pas la place pour deux, parce que plus vous émiettez les scores, et plus vous risquez de faire passer Mélenchon. Donc ils vont se départager au pouvoir. Donc c'est un pouvoir énorme. Évidemment, c'est un pouvoir énorme, et avec un vrai risque de manipulation, biais, enfin, vous voyez bien, on peut être tenté de refiler les équipes d'Édouard Philippe comme d'Édouard... Il y a une incertitude de mesure à plus ou moins 2. En plus. On peut être tenté de mettre 0 pour les concurrents et plus 2 pour soi. Voilà, et puis vous pouvez être tenté d'acheter quelques points, enfin bon, mais ça n'existe pas, hein, je veux dire, mais ça pourrait être la tentation, un candidat pourrait se dire, est-ce que j'y a pas moyen de truquer pour que je sorte en tête. Et ce qui nous sauve de ça, c'est la concurrence. C'est pour ça que c'est très très important. À partir du moment où il y a plusieurs sondages qui disent la même chose, c'est là qu'on peut considérer qu'il y a une forme de fiabilité ou de véracité. Et surtout, ça évite qu'il y en ait un qui, dans son coin, pour des intérêts politiques ou parce qu'il est affilié à tel ou tel candidat, j'allais dire, modifie, pour pas dire truc, les données. Et cette concurrence, elle est vitale. On a en France 5, 6, 7 instituts très sérieux qui publient les sondages. Et donc, vous pouvez pas publier un truc complètement dissonant. Vous pouvez pas parce que, ça va se voir que les journalistes vont le remarquer quand même. Et plus grave que ça, c'est que vous mettez en jeu votre crédibilité. Et en termes de business, un institut de sondage, l'opinion et le politique, c'est une vitrine. C'est zéro en termes de business. Les clients, ce sont les entreprises, les institutions, le marketing, etc. Par contre, c'est de la marque, c'est de la notoriété. Donc vous pouvez pas griller votre marque en sortant sur du politique qui est très regardé, des choses complètement dissonantes. Donc la concurrence nous protège globalement effectivement de tentatives d'instrumentalisation ou de bidonnage, comme vous l'avez dit, de sondage, et c'est très important. Mais évidemment, ils ont du pouvoir et ils en auront jamais autant eu dans cette élection, pour les deux raisons que je vous ai dites. C'est-à-dire d'abord la désignation des candidats, jamais ils ont été aussi importants, ils ont toujours compté, mais jamais aussi importants. Et puis l'influence sur les stratégies de vote des électeurs ensuite. Globalement, vous qui analysez je dirais la perception des Français, est-ce qu'il y a un sentiment de vivre dans un pays dangereux aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas s'il y a un sentiment de vivre dans un pays dangereux, il y a un sentiment de vivre dans un pays de moins en moins sûr. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. On a un sentiment que ça se dégrade. Quand vous regardez les enquêtes sur la peur, vraiment d'être agressé, elle augmente, elle est forte, elle n'est pas majoritaire, ça dépend des endroits, etc. Mais le vrai sujet, c'est le sentiment que ça se dégrade, que ça devient de plus en plus dangereux, même si on ne se sent pas forcément menacé à chaque instant. Je vais vous donner un exemple. On vient de faire un sondage à l'Institut Bonafide pour le Conseil national du barreau, avec une question très simple, qui était: est-ce que vous préférez avoir plus de liberté, quitte à avoir moins de sécurité, ou plus de sécurité, quitte à avoir moins de liberté? Le vieux... j'allais dire, puisque vous avez dit que je suis surdiplômé, le vieux dilemme de Hobbes entre liberté et sécurité, l'homme sacrifiant sa liberté pour avoir la sécurité. C'est ce que font les Français. Ils sont 75% à dire qu'ils veulent plus de sécurité que de liberté. Alors même que c'est quand même un peuple très, très attaché à la liberté. Donc ça montre la puissance, j'allais dire, des attentes effectivement sécuritaires pour essentiellement... j'allais dire, il y a plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est quand même la montée du narcotrafic, ça c'est évident, mais qui n'est pas que médiatique, c'est pas que à la télé que c'est vu, c'est à côté des écoles, c'est les points de deal en bas qui sont de plus en plus visibles, c'est quelque chose qui est, Jérôme Fourquet l'a bien dit et l'a bien montré, qui s'est développé dans les villes moyennes et qui est devenu quasiment visible de tous, j'allais dire, à part si vous avez été quelques très très beaux quartiers un peu préservés, mais même.
Donc ça se voit, évidemment ça fait peur. Et puis c'est la multiplication et la médiatisation d'un certain nombre de faits divers, l'IANA étant le dernier, voilà, ou d'agression. Et en fait là-dessus on a changé d'air, c'est-à-dire que Bourdieu disait dans sa critique, le fait divers il fait diversion, c'est-à-dire qu'il analysait le fait divers pour faire diversion des vrais enjeux de domination pour lui, d'inégalité sociale, etc. Aujourd'hui, moi je dirais le fait divers il fait conversion, c'est-à-dire il vient renforcer les représentations, les manières de penser, les convictions de parties de plus en plus larges de l'électorat. On pense déjà qu'il y a moins de sécurité. C'est ça. Le moindre fait vient donner raison finalement à sa pensée personnelle. Ou si on pense que l'immigration est responsable de la délinquance, à chaque fois qu'effectivement qu'il y a un nom à consonance étrangère est mis en cause, ça vient renforcer ça. Et ça explique effectivement la montée du RN. Mais encore une petite chose, je trouve qu'il y a quelque chose que je voulais dire, on parlait sur la sécurité, l'importance des sondages aussi, pour moi, c'est de faire remonter, de montrer le réel à des élites qui sont déconnectés, connaissent de moins en moins. Et c'est très intéressant quand vous mettez en... Je veux dire que la bunkerisation des élites, c'est-à-dire le fait qu'au bout d'un moment, il y ait tout un aéropage autour d'eux qui filtre en fait les mauvaises nouvelles et la réalité pour essayer de les préserver ou simplement pour garder une forme d'emprise sur le leader ou ça, le sondage qui arrive directement dans la presse, en fait, il court-circuite cette logique-là et vient donner directement... mettre d'autres choses sur la table. Je vous donne des exemples. En France, il y a 3%, on vient de le mesurer, il y a 3% des Français qui vont au travail en vélo. Vous regardez les médias, vous écoutez les livres, parce que c'est... Seulement 3%. Oui, parce que la France n'est pas Paris. Vous avez l'impression que tout le monde va au travail à vélo. Ça n'a pas bougé, 5% de personnes végétariennes. 95% mangent de la viande. Vous avez un débat politique, médiatique, qui donne l'impression que la moitié de la population est végétarienne. Donc je trouve que ça permet de faire revenir le réel dans des représentations d'élites parfois un peu décalées. Et c'est pareil sur la sécurité, c'est pour ça que je fais le parallèle. La gauche a longtemps délégitimé au fond ce sujet en disant c'est un sentiment, c'est un ressenti, et j'allais dire peu importe. Mais elle ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'il y a trop d'enquêtes. Il y a trop d'enquêtes qui disent qu'effectivement c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Il y a trop d'enquêtes. J'allais dire qu'effectivement les gens sont de moins en moins en sécurité ou de plus en plus instables. Donc à un moment, les sondages obligent quand même, j'allais dire, à prendre en compte le réel. Et ça me paraît dans notre société un de ses apports majeurs. Alors il y a une question qui se pose, qui est un peu une question d'histoire, et vous allez nous éclairer, c'est justement cette dichotomie gauche-droite sur la dimension de sécurité, puisque, caricature un peu les choses, la gauche pendant très longtemps voulait moins de sécurité au profit de la liberté, et la droite voulait plus de sécurité, sans évoquer le sujet de liberté. Comment cette dialectique, elle s'est installée, elle s'est renforcée au fil des années ? C'est vrai que c'est un vieux débat. Je pense que c'est une erreur historique de la gauche, et on est toujours là d'avoir sous-estimé le sujet, pour le coup. Et le sujet, alors ça a été dit, mais elle n'arrive pas à surmonter ça, qui touche quand même, a priori, en plus, plutôt le cœur de cible de la gauche. C'est quand même plutôt globalement les catégories populaires qui sont les plus exposées ou le plus concernées. Ou qui sont parfois peut-être dans des quartiers. Ou des quartiers où elles sont le plus exposées. Mais c'est vrai que la gauche n'arrive pas à penser ce sujet. La gauche... Mais les prisonnières de quoi derrière ? C'est quoi le logiciel qui fait que le sujet de la sécurité est un gros mot dans la bouche de la gauche ? Alors, je pense que c'est pour refuser, parce que l'idée de la gauche, c'est refuser d'ouvrir la boîte de Pandore de sécurité, immigration, ce lien qui est compliqué. C'est une forme de déni d'un sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup de solutions, qui est pas dans la culture, et c'est surtout une erreur stratégique dramatique. C'est-à-dire que depuis 20 ans, la gauche pense que parler des sujets qui font monter le RN fait monter le RN. Sauf que ne pas en parler l'a déjà mis à 40. Donc c'est une erreur stratégique folle. C'est montrer qu'on est... Et c'est lui laisser un boulevard sur un sujet qui est un sujet réel de préoccupation pour les Français. Et que ça soit un sentiment, pas un sentiment, n'a aucune importance. Les gens attendent des réponses publiques, de puissance publique
et de l'État sur le sujet. Donc si vous aspirez à être élu président de la République et à gouverner la France, il faut donner des réponses sur ce sujet. Et l'erreur stratégique est majeure, et dont la gauche est pas sortie, et qui a même contaminé la droite, qui a parfois, toujours dans l'idée de ne pas vouloir donner l'impression de courir après l'extrême droite, ou de faire comme l'extrême droite, n'a pas non plus été toujours très claire ou très audacieuse sur ces sujets. On a finalement offert, j'allais dire, à l'extrême droite et au RN le monopole de la proposition politique sur la sécurité, quasiment. Et en pensant que ne pas en parler l'empêcherait de monter, on a fait l'inverse, on l'a fait monter parce qu'il s'est placé. Il se passe exactement la même chose là sur la canicule et la clim. Vous avez 80% des Français qui sont pour un plan clim. Qui annonce un plan clim? Le RN. C'est du bon sens, c'est basique, mais qu'est-ce que la gauche ou la droite ont dit là-dessus? Rien. Vous qui avez été, conseiller de gouvernement, conseiller d'élus, est-ce que les élus écoutent suffisamment les Français? Parce que très honnêtement, ce que vous évoquez là, je ne vais pas dire que ça tombe sous le sens. Si, c'est très juste. Mais donc pourquoi ce n'est pas davantage pris en compte plus vite, mais avec la simplicité qui va... On n'a même pas besoin de sondage pour ça, presque pas de sondage. Je pense que c'est le décalage entre il y a deux décalages. Il y a le décalage entre le bon sens et une forme d'idéologie. Ça arrive, parfois l'idéologie vous masque le réel ou vous masque la réalité. Et il y a surtout pire, notamment, et ça concerne beaucoup la gauche, il y a un décalage de plus en plus abyssal entre les militants et les électeurs. C'est pas du tout la même chose. Vous avez des militants qui sont de moins en moins nombreux, de plus en plus radicaux, c'est le cas LFI, c'est le cas chez les écologistes, et qui prônent une radicalité qui ne correspond en rien à l'état de l'opinion, mais même pas à l'état de leurs propres troupes. Je vais vous donner deux exemples, toujours sur le Lyon-Turin. C'était passionnant, on a interrogé, on a fait un deuxième sondage assez conséquent sur la région Rhône-Alpes. Donc ceux qui contestaient le train étaient les élus écologistes, ceux qui soutenaient les ZAD étaient des élus écologistes. Vous aviez 67% des électeurs écologistes qui soutenaient le Lyon-Turin. Décalage avec la base. Dans le baromètre de la réconciliation qu'on a fait pour France Télévisions, vous avez 70% des sympathisants de gauche, qui sont pour l'expulsion de tous les étrangers fichiers S, par exemple. Qui est une mesure du RN, il n'y a pas de doute là-dessus, mais où il y a une adhésion massive. Donc vous voyez le décalage entre ce que peut dire la gauche sur ces sujets et l'état de l'opinion. Et au fond, moi je pense qu'un des grands problèmes de la gauche, effectivement, est sa radicalisation. Le PS n'a plus de troupes, les Verts, ils se comptent sur les doigts d'une main. LFI, c'est un peu différent. LFI est plus conséquent en termes de mouvement, mais alors pour le coup très idéologique, la ligne. Mais aucune de ces trois forces n'arrive à parler au-delà de ces petits groupes de militants et à élargir à l'ensemble de la société. Et j'allais dire, c'est même pire, parce que quand vous stigmatisez la consommation de viande, les gens qui prennent leur voiture, beaucoup n'ont pas d'autre choix, vous écartez une large partie de la population. Ça, c'est pour la gauche. Sur la droite républicaine, c'est plus compliqué, parce qu'elle voit effectivement son espace de plus en plus réduit par l'extension et la progression du Rassemblement national. Aujourd'hui, s'il fallait faire le portrait chinois, parce que quand on pose la question aux citoyens, est-ce que vous êtes de gauche ou vous êtes de droite, beaucoup répondent. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être de gauche ou être de droite? Est-ce qu'on est capable de faire un portrait chinois? Est-ce que les marqueurs sont aussi clairs? Avant, il y avait des marqueurs très identitaires de ces familles politiques. On a l'impression qu'ils se sont un peu estompés et qu'on retrouve en fait des marqueurs très forts uniquement aux extrêmes. C'est quoi votre analyse là-dessus? Oui, ils s'estompent, ça c'est vrai, ils s'estompent de plus en plus. Je pense qu'il reste une culture politique, une culture de valeurs un peu différente, et si on la résumait, c'est effectivement quand même la droite, on va dire, resterait beaucoup plus attachée à la liberté, elle est moins étatique, ça c'est sûr, c'est le rapport à l'État, je pense, qui change un peu. Là où ça se brouille, et c'est intéressant, c'est ce qu'on a montré dans nos études. C'est-à-dire, vous avez sur les réseaux sociaux une
polarisation de plus en plus forte qui est liée effectivement au combat entre les deux extrêmes, pour le coup. Mais quand vous faites quand vous regardez dans le détail les études, vous trouvez 15-20 mesures qui rassemblent 75% des Français et 75% dans tous les électorats. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous voulez dire vous avez donné des exemples de ces mesures, mais vous voulez dire qu'il y a des mesures qui ne font absolument pas en fait débat dans la population française à 70 ou 80%. Mais quelles sont-elles? On a envie de quelles sont-elles? C'est les mesures de renforcement de la sécurité. On en parlait. Sont très largement majoritaires, y compris à gauche, y compris dans l'électorat de gauche, et à l'inverse, à l'opposé, des mesures plutôt de keynésiennes, comme vous le disiez, ou de justice sociale, sont majoritaires à droite. Je vous donne un exemple, vous avez plus de 7 électeurs de droite et macronistes sur 10 qui sont pour le rétablissement de l'ISF aujourd'hui. Vous en avez 9 sur 10 qui sont toujours à droite, qui sont pour la nationalisation des autoroutes. Vous en avez pareil, 7 sur 10 qui sont pour l'augmentation du SMIC. On parle d'électeurs de droite. Donc, si on résume, en fait, et c'était de l'intuition de Ségolène Royal, qui est une des rares intuitions justes qu'elle a eues, quand elle a fait quand même sur l'ordre juste. En fait, l'attente majoritaire... Alors là, c'est un peu conceptuel quand même, l'ordre juste. Un peu conceptuel, mais là-dessus, elle avait raison. Qui transcende les électorats, c'est l'ordre juste. C'est-à-dire il y a une demande d'autorité et d'ordre, on pourrait la qualifier de droite, et une demande de justice et de justice sociale notamment, qui est une valeur de gauche. Et c'est pour ça que, par exemple, la taxe Zuckman, qui a fait beaucoup de débats, est très largement soutenue dans l'opinion, ça d'une part, et elle est même soutenue, alors à des niveaux un peu moins de ce que je vous donnais, mais par 50% des sympathisants LR, ce qui est énorme quand on y pense, quand on se rappelait les cultures dont vous parliez. Et ça explique beaucoup de choses, c'est-à-dire que du coup la radicalisation des deux forces politiques empêche de voir qu'il y a quand même un espace commun à 80% des Français, qu'on peut les trouver, et sur lequel est évidemment bien placé le Rassemblement National, parce que quand ordre et justice, c'est à peu près ce qu'ils essayent de présenter et de développer. Petite digression ou petit zoom, si vous me permettez, sur le Rassemblement National. C'est une famille qui est effectivement un rassemblement, avec des sous-familles à l'intérieur. C'est vrai que la tendance Villiers, c'est pas la même tendance que la tendance peut-être ex-madeliniste ultralibérale, et qui n'est pas la tendance non plus qui refuse la réforme des retraites. On a du mal parfois à avoir une lecture en fait de ce qu'est le Rassemblement National comme un tout, au-delà des deux valeurs que vous avez rappelées, que sont évidemment sécurité et justice. Pour moi, c'est ce que vous racontez là, c'est de la bonne stratégie politique, j'allais dire. C'est devenu un parti attrape-tout, comme agrégateur, attrape-tout. Et moi, je lis pas comme les commentateurs le font, la différence Bardella-Le Pen. On dit alors Marine Le Pen serait plus sociale, entre guillemets, plus de gauche, Bardella plus proche du RPR, du libéralisme, etc. Et que ça créerait des tensions. Je pense que c'est volontaire pour élargir en fait l'électorat et l'assise électorale du RN. Et que c'est éminemment stratégique, parce que c'est ça qui leur manque. En fait, si vous réfléchissez, ils ont fait 44 la dernière fois à la présidentielle. Il leur manque 5 points. Ils ont 2 endroits pour aller les trouver, les retraités, chez lesquels ils étaient plutôt faibles et sur lesquels ils sont en train de remonter. Et puis effectivement, j'allais dire les cadres, les indépendants de droite, sur lesquels ils étaient faibles parce que pas assez crédibles économiquement, etc. Et ce que fait Bardella, c'est ça. C'est-à-dire que au fond, on considère que, et je pense qu'ils ont raison là-dessus. D'ailleurs, c'est une parenthèse, c'est un très bon sondeur, Jérôme Sainte-Marie, qui conseille le RN. Et je pense qu'il n'est pas étranger à cette stratégie que je vous décrypte. On considère que l'électorat populaire, on va dire, ouvrier, employé, petite classe moyenne, est à peu près sur lequel le RN est très majoritaire et acquis, consolidé, il ne bougera pas. Cet électorat-là va sur le RN pour des raisons principalement identitaires et sécuritaires, pas des raisons économiques. Donc ça, c'est acquis. Et donc, il faut un peu élargir ça. Et donc, pour élargir ça,
on tente les deux jambes et on projette Bardella sur un côté, comme vous l'avez dit, un peu entre Chirac, Madelin, commence à faire du lien avec les chefs d'entreprise, il essaye de trouver une forme de nouvelle crédibilité économique, et c'est juste élargir le râteau pour essayer d'aller chercher sur les bords ce qui manque pour faire majorité. Je ne crois pas du tout que ce soit des divisions idéologiques, structurelles, compliquées qui grèvent ou qui minent le RN. Il y a une question qui se pose. Quand on voit le RN, on a en fait deux leaders. Et évidemment, ces deux leaders, chacun avec leur personnalité, essayent d'attirer des gens qui leur sont proches. Mais c'est vrai que l'électorat, évidemment, s'additionne. Qu'est-ce qui fait que sur le bloc central, où on a d'autres leaders, qu'est-ce qui fait que ils sont là finalement, ils sont plus là dans une logique de compétition qu'une logique de coopération. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas en fait à l'élection dans une logique qui pourrait être un peu moderne en disant on arrive avec un couple président ou Premier ministre. Exactement, un ticket. Un président, vice-président comme on aurait aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que il n'y a pas ce pragmatisme-là? La rivalité. Ce qui est très intéressant dans le RN, c'est qu'ils sont arrivés à devenir interchangeables. Non, mais si on y réfléchit, c'est quand même un coup dur, le risque d'inéligibilité de sa principale candidate qui a fait les deux présidentielles précédentes, etc. Ça aurait pu être un coup de massue décisif. Ça n'est pas du tout, puisqu'ils sont complètement interchangeables. Donc déjà, ils ont un plan B qui fait que si le plan A tombe le 7 juillet, pas de sujet. Ils ont un candidat au même niveau, voire même un peu plus haut dans les intentions de vote. Et puis, ils ont réussi, effectivement, si c'est Marine Le Pen, à créer une forme de ticket. On en revient au râteau qui ratisse plus large, effectivement, parce que les deux sont pas tout à fait visent pas tout à fait les mêmes électorats. Et je pense que la différence d'âge et de légitimité politique fait, et c'est leur chance, que Bardella ne peut pas, ou il ne veut pas peut-être, je ne le connais pas, mais en tout cas ne peut pas aller au conflit avec Marine Le Pen. C'est-à-dire que si elle est désignée, il se rangera. Il l'a toujours dit et je pense qu'il le fera. On n'est pas dans le Chirac baladure de je vais sortir le couteau pour la tuer, d'abord parce qu'il est jeune, que c'était le deal initial, qu'il ne veut pas apparaître comme celui qui peut diviser le RN au moment où il a une chance historique d'accéder au pouvoir. Donc ça va bien se passer. Peut-être qu'il rongera son frein, peut-être qu'il sera... Mais il ira pas au combat. Philippe Attal, c'est différent. Aucun ne veut être Premier ministre de l'autre. Donc à partir de là, on ne peut même envisager l'idée. Il y a trop d'ego, trop de rivalité. Donc effectivement, en théorie, il devrait faire un ticket si c'est dans un monde idéal, mais vous ne résoudrez là, c'est la même question que la poule et l'œuf qui est complètement insoluble et qui est irréductible, c'est qui est le numéro 1 et qui est le numéro 2 des deux. Ils ont tous les deux été Premier ministre. Qui acceptera d'être Premier ministre de l'autre? Aucun. Par trop d'ego, trop de rivalité entre eux, pas sûr qu'ils s'apprécient beaucoup. Donc ils iront, alors peut-être pas jusqu'au bout de la bataille, mais effectivement, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit comment finalement l'intérêt individuel ou l'ego individuel peut être contraire à l'intérêt collectif de son camp, parce qu'effectivement c'est perdant. Il vaudrait mieux faire un ticket. Et l'idée du ticket, c'est une vieille idée dont on a pas mal débattu en Sciences Po, en sciences politiques, avec pas mal d'observateurs, que personne n'a jamais réussi à conduire l'élection présidentielle, tellement elle est personnalisée, individualisée. Et alors, on verra si le RN y arrive. En tout cas, ils sont aujourd'hui les mieux placés pour arriver à porter cette idée qui, je pense, est plutôt séduisante pour l'opinion, en effet. Parce que, oui, pour le reste, c'est le dilemme du prisonnier. On connaît la solution gagnante. Alors, il y a un sujet qui aujourd'hui fait partie de la vie de une dizaine d'années des Français, quinzaine d'années, mais qui a pris un poids extrêmement important en termes de médias, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que les réseaux sociaux, certains disent que ça attise une forme de violence ou de radicalité, en tout cas des propos. Polarisation, de radicalisation des propos. On connaît les algorithmes, on connaît les puits algorithmiques, etc. Est-ce que ça change aussi la logique de faire des sondages ? Est-ce que pour cette présidentielle-là, il faut prendre en considération les réseaux sociaux de manière différente parce que, en fait, je ne vais pas dire qu'ils faussent, mais ils sont une variable d'appréciation
aussi des sondages? Alors, pour moi, c'est deux choses différentes. Alors, je suis peut-être old school, ou vieux jeu, mais je pense que la mesure de l'opinion, elle se fait effectivement sur des échantillons représentatifs, contrôlés, 2000 Français ou 2500 Français conformes à la structure de la population, ce qui n'est pas tout à fait les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas pour autant les négliger. C'est deux formes d'opinion pour moi. Les réseaux sociaux, c'est une forme d'opinion, c'est en tout cas l'opinion de certaines communautés. C'est pas l'opinion de l'opinion, c'est pas l'opinion de tous les Français. D'abord parce que tous les Français y sont pas. Twitter, pour vous donner, ça dépend un peu des estimations. Enfin, X, c'est entre 15-17% des Français, c'est très peu. Et c'est essentiellement des Français militants, politisés. Donc Twitter est un outil de veille formidable, de veille sur le débat politique, les argumentaires politiques, les prises de position politiques. C'est pas un reflet. La polarisation, on la voit dans les résultats électoraux, etc. Est-ce qu'elle vient des réseaux sociaux? Sans doute. Elle vient sans doute aussi de l'impuissance et de l'échec des partis de gouvernement, droite républicaine, gauche social-démocrate, qui font que les Français cherchent d'autres alternatives ou en ont assez et donc vont vers les extrêmes. Donc il y a sans doute plusieurs raisons, mais de manière totalement empirique, parce qu'il faudrait honnêtement creuser le sujet, on constatera quand même que notre société est passée à l'ère de la polarisation et de la tripartition de la vie politique avec l'émergence des réseaux sociaux. Le fait qu'on ait aujourd'hui 3 blocs, c'est-à-dire un bloc d'extrême gauche, un bloc d'extrême droite, et puis un bloc central qui va presque du Parti Socialiste jusqu'au LR, vous voulez dire que ça, c'est vraiment le fruit de l'usage des réseaux sociaux. C'est pas le fruit. Mais les réseaux sociaux ont accéléré, c'est le catalyseur. Oui, ont catalysé, ont accéléré, ont participé, en créant effectivement des communautés militantes, en renforçant le sentiment d'appartenance, on a beaucoup parlé des algorithmes qui vous font faire des biais de confirmation, qui vous envoient toujours la même information, en permettant d'échanger des argumentaires. Donc oui, c'est indiscutable. C'est pas la seule raison, il y a des raisons politiques profondes, notamment l'échec des partis de gouvernement, mais ça y a participé évidemment. On arrive un peu à la fin de cet échange. Je voulais avoir votre sentiment sur quelque chose dont l'État parle beaucoup, c'est les risques d'ingérence. On a vu finalement pendant l'élection municipale, avant le sujet des punaises de lit, dont on savait que peut-être qu'il existait de manière ponctuelle, mais en tout cas il a été monté en mayonnaise. On sait exactement aujourd'hui d'où ça vient, puisque l'État a fait son rôle d'enquête et d'attribution en fait du responsable. Mais en même temps, comme toujours, quand on a en fait la vérité derrière ce phénomène, plus personne ne la croit parce que soit la vérité elle arrive beaucoup trop tard, soit de toute façon face à une fake news qui a l'air en plus extrêmement réelle, très peu de gens acceptent de changer d'avis une fois qu'on leur a donné la vraie vérité. Est-ce que vous pensez que ce type de choses va avoir un impact plus important dans cette campagne 2027 qu'auparavant ? Oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a le développement de l'IA qui permet en plus d'en exploiter de manière exponentielle les possibilités. Oui, ça c'est à l'évidence un risque. On a d'ailleurs fait un sondage pour France Télévisions qui montre que les Français en sont parfaitement conscients. Il y en a, je crois, 8 sur 10 qui craignent pour la sincérité du futur scrutin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'opinion est conscientisée. Ça ne veut pas dire qu'elle a toutes les armes pour y faire face ou qu'elle saura y faire face, parce que effectivement, on oublie souvent la correction de la fake news, mais en tout cas, elle sait que ça peut arriver. Elle sait d'où ça vient. Ça, il y a pas de doute. Est-ce qu'elle est suffisamment armée pour y faire face ? Alors là, pour le coup, c'est quand même une des grandes interrogations, effectivement, de l'élection qui vient, parce que ça peut être des fake news, ça peut être faire monter des faux sujets, ça peut être du discrédit de tel ou tel candidat. Donc, effectivement, là, c'est l'élection sans doute la plus exposée, évidemment, à ce risque-là. On peut dire que c'est celle qui est la plus sous influence. Que ça soit celle qui soit la plus sous influence, mais alors là, pour le coup, il y a quand même un rôle des médias, évidemment, qui va être central. Et puis, effectivement, ça se joue beaucoup sur les réseaux sociaux, mais
l'élection présidentielle française jusqu'à présent, et ça sera quand même encore un peu le cas, elle s'est toujours jouée beaucoup à la télé. Vous voulez dire que les débats, ça joue beaucoup encore. On a beaucoup relativisé le débat du second tour, le fameux débat. Je parle des débats du premier tour. Vous, c'est les débats du premier tour qui vont. C'est les débats du premier tour. Les débats du second tour, ils sont plutôt figés, sauf, ils conservent les positions figées. Les débats du premier tour, ils sont très importants. Parce que c'est là où il peut y avoir de la volatilité entre chaque camp, au sein de la gauche ou au sein de la droite. Il peut y avoir plusieurs candidats et c'est en fonction des débats que ça peut bouger. Un débat, il ne vous fait pas passer de LFI à ORN, hein, mais il peut vous faire passer de Glucksmann à Mélenchon ou de Mélenchon à Glucksmann, ou de Le Pen à Retailleau, ou de Retailleau à Philippe. Enfin, voilà, dans un espace de camp. Et puis, parce qu'ils seront importants aussi, on revient à ce qu'on se disait au début, sur pour les électeurs stratèges, sur les stratégies de vote utile. Finalement mon candidat n'a pas de chance, Édouard Philippe il est pas si mal, ou au contraire finalement il est horrible, je peux pas. Donc les débats de premier tour seront très importants. Donc c'est pas les réseaux sociaux qui vont faire l'élection. Par contre, effectivement, ils peuvent amener des fake news, ils peuvent amener des fausses nouvelles, ils peuvent faire monter les punaises de lit, un bon exemple, des faux sujets, des faux enjeux. Et là, pour moi, le sujet il est presque plus médias traditionnels que réseaux sociaux. Parce que les punaises de lit, l'emballement, ça vient des réseaux, mais l'emballement, il est chez les médias traditionnels. C'est-à-dire que ça fait la une du 20h, c'est repris dans toute la presse. C'est un coup d'influence pour ceux extraordinaire. Parce que d'arriver à faire monter un sujet comme ça, qui est un sujet anxiogène. Ça nous alerte, parce que contrôler la production par des trolls ou des sites hostiles de fake news, c'est pas évident. Par contre, je pense qu'on a quand même une responsabilité, une manière de faire dans les grands médias, de pas s'emballer. Pas faire la une du 20h sur un sujet dont on n'est pas tout à fait sûr, qui comme ça sort d'un coup. Habituellement, il y a toute cette chronologie des médias, c'est-à-dire qu'il y a un média qui peut être un peu lanceur d'alerte, alors on les connaît, c'est un peu toujours les mêmes, et puis après, quand ça commence à prendre un peu plus, il y en a un deuxième qui est un média un peu plus grand public qui va le relayer, puis le troisième se dit oh là là, je ne veux pas être en reste, voilà, donc il va falloir, c'est l'engrenage, et donc il y a un effet d'engrenage, alors qu'en fait au départ, on ne sait même pas si d'abord c'est un sujet qui mérite d'être porté avec ce niveau d'attention, en faisant l'actualité de ce sujet-là. Et puis, on ne sait même pas si le sujet a la réalité qu'on veut bien lui prêter. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense que les médias dits traditionnels vont avoir et ont une responsabilité énorme dans cette campagne. Mais qui est très compliqué à exercer parce que c'est toujours le mécanisme que vous avez dit. S'il y en a un qui l'a dit, la course à l'audience, la course au scoop, je ne peux pas être en retard, je ne peux pas ne pas le dire, je ne peux pas, etc. Et c'est cet effet boule de neige qui fait qu'on se retrouve à ce que les médias amplifient encore la caisse de résonance des réseaux sociaux sur des sujets où ils devraient plutôt la contenir, ou en tout cas veiller à vérifier ce qu'ils vont raconter. Donc ils seront décisifs là pour le coup sur l'élection présidentielle. Alors j'ai une dernière question qui est un peu provocatrice. Est-ce qu'un sondeur peut-il changer le destin d'un pays ? Moins qu'un président de la République, mais oui, un peu par la mesure la mesure des intentions de vote et particulièrement là, il va changer. Les sondeurs vont en partie changer le destin du pays puisqu'ils vont participer à la désignation des candidats. C'est les sondages qui vont décider si c'est Philippe ou Attal. Donc c'est une manière, alors peut-être marginale, mais enfin quand même pas négligeable de participer au destin du pays puisqu'ils participent à la sélection des candidats, ce qui est quand même une nouveauté assez radicale. Avant, ils influençaient, c'était une donnée parmi d'autres, mais à ma connaissance, c'est la première fois que des acteurs politiques, candidats à l'élection présidentielle, théorisent que c'est l'état des sondages au mois de janvier qui déterminera qui de l'un ou l'autre est candidat. Ça, c'était jamais arrivé. Samuel Jequier, merci. Avec vous, on a pu comprendre comment on mesure l'opinion, comment on l'influence. Maintenant, peut-être comment on la fabrique dans son évolution actuelle. Et en tout cas, pour tous les dirigeants et chefs d'entreprise qui nous écoutent, vous nous avez apporté quelques clés de lecture pour appréhender cette prochaine élection. Merci. Merci à vous.